bonsoir. On va d'abord commencer par essayer de redéfinir un petit peu ce que c'est que l'agro-industrie. Déjà, c'est tout l'ensemble des industries qui ont un lien direct avec l'agriculture. Donc certes, il y a les productions agricoles, mais dans l'agro-industrie, on parle aussi des entreprises qui fournissent des produits aux agriculteurs, mais aussi celles qui les transforment pour en faire des produits consommables et commercialisables. Pour comprendre comment l'agro-industrie est comme elle est aujourd'hui, il faut se pencher sur l'histoire de la FNSEA, qui est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Cette fédération, elle a été créée en 1945, donc un contexte de sortie de guerre. Il y a une volonté de rassembler autour des dynamiques de reconstruction de la France. Cependant, cette fédération commence à changer un petit peu de cette direction. À partir de 1950, la composition de la fédération se modifie et se lance une dynamique de volonté de modernisation des techniques industrielles et donc, avec ça, des techniques de production. La question de l'économie rentre en compte et donc évidemment une question de productivité et de faire au mieux pour produire plus et vendre plus. Aujourd'hui, la FNSEA, elle a un immense poids dans l'agro-industrie parce qu'elle contrôle 84 de 89 des chambres d'agriculture départementales. Elle a une part dans les assurances, la sécurité sociale particulière aux agriculteurs. Elle contrôle la presse agricole, les organismes de formation et elle va donc avoir une emprise à la fois financière et idéologique sur le modèle agricole qu'elle privilégie, qui est l'agriculture intensive. Il s'agit donc d'avoir une productivité, un rendement et une industrialisation maximum pour l'agriculture qu'elle promeut. On parle il s'occupe ainsi de la main-d'œuvre, du sol, du matériel et des divers intrants. Les intrants, ça va prendre en compte notamment les OGM. Les OGM commencent à être commercialisés en 1974. Et il s'agit de tous les êtres vivants dont le génome a été délibérément modifié par la science, soit par le génie génétique, soit par la sélection artificielle. Quand on parle d'intrants, on parle aussi de produits phytosanitaires, qu'on connaît le plus souvent sous le nom de pesticides, et qui sont là pour prévenir les attaques d'organismes nuisibles et protéger les plantes. Cependant, il y a de contrôles qui sont censés être faits, on verra plus tard que c'est questionnable, car il y a des impacts néfastes prouvés de certains sur la santé. Aujourd'hui, l'agro-industrie repose sur des techniques modernes et surtout, elle suit les progrès pour avancer et avec toutes les connaissances agronomiques et scientifiques. Un des principaux acteurs aujourd'hui de l'agro-industrie qu'on connaît et dont on reparlera plus tard, c'est Bayer-Monsanto. Cependant, ce qui est promu ici, ce n'est pas du tout la seule technique d'agriculture possible. Il y a aussi, évidemment, l'agriculture, on va dire, un petit peu comme on la voyait avant, c'est-à-dire l'agriculture paysanne, qui a volonté de répondre à l'ensemble des besoins de la société. Donc d'abord les besoins alimentaires, mais aussi le besoin de lien social. Il y a une volonté d'entraide entre les agriculteurs, l'animation et l'activité paysanne, qui portent des valeurs de biens et de services pour avoir un cadre de vie meilleur, entretenir le paysage, la gestion des territoires, et surtout qui se questionnent sur les questions écologiques et sur les questions de durabilité du système. Les directions actuelles semblent tendre vers une industrialisation toujours plus grande et une réduction immense du nombre d'agriculteurs. Par exemple, en Chine aujourd'hui, la plupart des productions sont faites dans des serres hors sol, dans des produits, et elles sont sous la surveillance d'ingénieurs et non d'agriculteurs. On se dirige donc vers une agriculture sans agriculteurs. Malgré le fait que le rendement de ces productions est 4 à 5 fois plus important qu'en terre, ce modèle est clairement questionnable. Donc on va voir que ce modèle qui est prôné par la FNSEA et les grandes industries et les grandes multinationales, il est absolument pas durable sur un certain nombre de points. Le premier, c'est notamment pour les paysans, paysannes, les agriculteurs et agricultrices, qui sont les premières victimes de ce système. Déjà, ils subissent des pressions énormes de la part notamment de la FNSEA pour se soumettre entre gros guillemets à ce modèle, ce qui les pousse à augmenter la taille des exploitations agricoles,
ce qui est obligatoire pour obtenir des aides suffisantes de la politique agricole commune de l'Union européenne et pour que les agriculteurs et agricultrices puissent tirer un revenu de leur travail. Cette augmentation de la taille des exploitations, elle nécessite des machines agricoles qui coûtent extrêmement cher et qui endettent les agriculteurs sur des années, voire des décennies. Donc la situation, elle est vraiment pas tenable pour les agriculteurs. Et on recense aujourd'hui un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Donc leur situation est vraiment précaire et vraiment inquiétante. Et il ne faudrait pas oublier que c'est sur eux que repose la responsabilité de nous nourrir simplement, ce qui est un peu nécessaire pour qu'on puisse vivre. Oui. Du coup, la question des suicides par jour, un suicide tous les 2 jours, ça montre bien que c'est un problème systémique et on peut rattacher ce problème-là à la question du sens du travail. Et en fait, on voit qu'il y a totalement une perte de sens du travail d'agriculteur et aujourd'hui, on n'est plus vraiment agriculteur pour produire de l'alimentation, mais pour essentiellement produire du profit et maximiser les profits de son exploitation agricole. On voit là qu'en fait, c'est un peu une vision mécanique de la profession qui est juste dans la continuité logique de la mécanisation des pratiques agricoles. Et cette vision mécanique de la pensée, elle contribue à séparer l'être humain du reste du vivant et elle contribue également à se dire que on a un environnement, on a un monde et des écosystèmes qui sont considérés comme des machines qui sont totalement malléables par l'être humain et qui sont totalement, on peut changer ses capacités pour répondre aux besoins de l'être humain. Et ça pose le problème de les liens qu'entretient l'être humain avec le reste du vivant, mais on va aborder ça juste après. En plus de ça, les agriculteurs et agricultrices, c'est aussi les premiers à être exposés aux impacts des produits dits phytosanitaires. Il ne faut pas oublier qu'avant d'appeler ces produits de manière assez hypocrite les produits phytosanitaires, on les appelait herbicides, fongicides, pesticides. C'est des produits qui sont destinés à tuer et donc ils ont une dangerosité sur les organismes et notamment sur ceux des agriculteurs qui sont les personnes les plus fréquemment en contact avec ces substances. En termes de santé, du coup, ce modèle agricole, il soulève un certain nombre de questions. Ces produits, ainsi que les engrais azotés, ils sont responsables d'une énorme pollution de l'eau, dont le coût en France est estimé à entre 220 et 510 millions d'euros par an. Donc pour retraiter l'eau, et encore en France, on a de la chance de pouvoir retraiter cette eau pour qu'elle puisse être rendue potable, mais dans un certain nombre de pays, les populations sont contraintes à boire une eau qui est polluée par cette agro-industrie. En termes de santé aussi, il y a les problèmes soulevés par l'élevage intensif, le fait de rassembler des milliers d'animaux dans des enclos, dans des hangars, tous entassés avec beaucoup de connexions entre les élevages, ça crée ça augmente le risque d'épidémie et leur propagation. Donc on peut citer la vache folle, la grippe aviaire. Et cette agro-industrie, elle pose tout un tas de problèmes à pas mal d'autres niveaux. Donc au niveau climatique, déjà, elle est clairement néfaste. Déjà d'une part pour sa dépendance aux énergies fossiles à tous les niveaux, de la production des engrais chimiques à la distribution des aliments vers la population. À tous les niveaux, cette agriculture elle a besoin des énergies fossiles. Il y a aussi le changement d'usage des sols, donc la déforestation qui cause d'énormes émissions de gaz à effet de serre. Et puis les émissions au protoxyde d'azote qui sont assez peu connues, mais le protoxyde d'azote c'est un gaz qui a un pouvoir à effet de serre, qui est un gaz à effet de serre 250 fois plus puissant que le dioxyde de carbone et qui en France est responsable de 43% des émissions de gaz à effet de serre dues à l'agriculture. Et l'agriculture, du coup, avec tous ces phénomènes rassemblés, ça compte pour 24% des émissions de gaz à effet de serre mondiales.
Et au-delà de la question climatique, en termes de biodiversité aussi, cette agriculture pose d'énormes problèmes. Donc on a vu que la population de plus de 3000 espèces ont diminué de 60% en 40 ans. Donc ce modèle agricole, il pose un problème au niveau de la biodiversité à deux niveaux. D'abord la biodiversité domestique, donc qui est la biodiversité des espèces qu'on utilise dans l'agriculture. Donc il y a quelques centaines d'années, il y avait plus de 10 000 espèces qui étaient cultivées. Donc ça permettait d'avoir une grande résilience parce que chaque espèce, chaque variété était adaptée au territoire sur lequel elle était cultivée. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une vingtaine d'espèces qui sont cultivées. Enfin, non, il y en a beaucoup plus, mais il n'y a plus qu'une vingtaine d'espèces sur lesquelles repose le gros de notre alimentation. Donc certes, ça rend le système beaucoup plus efficace. C'est des espèces qui sont beaucoup plus rentables, qui produisent beaucoup plus, mais qui sont aussi beaucoup plus sensibles du coup en cas de maladie, qui sont beaucoup moins adaptées à leur environnement et qui du coup nécessitent plus d'intervention humaine, plus d'utilisation d'intrants. Et donc là-dessus, il y a un cercle vicieux. Et la deuxième biodiversité qui est impactée et sûrement le plus durement, c'est la biodiversité sauvage. Donc avec la destruction de leurs habitats, le massacre, on peut parler de massacre, je crois, à ce niveau-là, des insectes par l'usage des produits phytosanitaires. En masse, aujourd'hui, il y a 10 fois plus d'animaux sauvages, d'animaux domestiques que d'animaux sauvages. L'agro-industrie, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle ne cohabite pas avec le vivant. Dans tous les endroits où elle s'installe, elle le remplace. On passe de modèles agricoles comme le bocage, par exemple, où on a des petits champs entourés de haies dans lesquels le vivant vit avec l'agriculture et le vivant participe à l'agriculture, à des milieux dans lesquels il n'y a plus que ce que l'agriculteur veut planter et sur des hectares et des hectares. Or, on a tendance à souvent l'oublier parce que notre mode de pensée occidental pose une très grande distinction entre nature et culture, mais cette distinction, elle existe peu, voire pas du tout dans l'agriculture. Dans le vivant, on fait partie du vivant et dans le milieu agricole, on s'en rend compte vite quand les services écosystémiques, on appelle ça services écosystémiques, tout le rôle que joue le reste du vivant dans le fonctionnement du monde. Quand ces services écosystémiques sont déstabilisés, sont détruits, il faut qu'on les remplace. Et à partir de ce moment-là, du coup, on se retrouve à devoir à nouveau augmenter la quantité d'intrants, la quantité de produits phytosanitaires ou la quantité de machines qu'il faut qu'on utilise dans les champs pour remplacer ces services écosystémiques, l'exemple le plus parlant restant celui des abeilles. Du coup, voilà. Donc, le problème qui est posé par l'agriculture intensive et l'agro-industrie, il se voit, et il est également ressenti dans la société, donc les personnes en dehors des exploitants agricoles et les humains. Donc en fait, ce que disait Tao tout à l'heure sur la production homologuée, sur l'idée de faire des cultures intensives et des monocultures, en fait, c'est un mot d'ordre qui répond à des raisons et des motivations technologiques, parce que c'est évidemment plus simple de cultiver une seule espèce pour avoir tout le temps des rendements homogènes, etc. Et également une justification idéologique. Et c'est en fait l'agro-industrie se donne le but, se donne sa justification d'existence, c'est que cette production homologuée et cette production de masse, elle va répondre aux besoins de la population en termes d'accès à une nourriture sûre et sans fluctuation. Donc certes, en Europe, on ne connaît plus de famine désormais, mais bon, on peut se poser des questions quand même sur notre modèle de production. Et surtout, c'est de se dire qu'en fait, ce modèle-là permet une alimentation sûre, c'est une vision extrêmement court-termiste. Parce qu'en fait, on a essayé de balayer un peu les limites de ce modèle-là. On est en train de détruire le vivant avec ce modèle-là. On est vraiment en train de supprimer toutes les capacités de résilience et toute la biodiversité, toute la diversité du vivant qui peut exister. Et ça, forcément, on va se le reprendre dans la figure dans très peu de temps, et on est déjà un peu en train de le faire. Voilà. Ce modèle de surproduction, de production homologuée et intensive, en fait, il s'explique parce que c'est tout simplement plus rentable pour l'agro-industrie de produire trop
quitte à gaspiller de la nourriture. Et c'est aussi pour ça qu'on a un tiers des denrées alimentaires aujourd'hui qu'on produit qui sont détruites. En fait, on produit trop, tout simplement, parce que ça coûte moins cher de produire trop que de produire pas assez. Et enfin, donc, on voyait au début qu'il y avait une problématique de la santé des exploitants agricoles, des agriculteurs et agricultrices. Mais en fait, ces problèmes-là, qui sont liés à la présence de pesticides, on les ressent nous aussi en tant que consommateurs, consommatrices, parce que ce qui se passe dans les champs, on les retrouve après dans notre assiette. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des cocktails de pesticides, même si c'est des quantités minuscules, on va avoir des produits qui rentrent dans nos corps et qui sont extrêmement nocifs pour notre santé. Il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait qu'il y a seulement 5 à 10% des cancers qui sont liés à la génétique, et tout le reste, c'est l'environnement. Et dans environnement, on parle justement de ce qu'on a dans notre assiette, par exemple. Donc ça aussi, c'est une grande limite de l'agriculture intensive. Donc voilà, on a essayé un peu de balayer toutes ces limites. Mais maintenant, on peut se poser la question légitimement, mais pourquoi on a encore ce modèle-là? Qu'est-ce qui fait tenir le complexe agro-industriel? Voilà, donc on va se poser cette question rapidement, et puis après, on verra les alternatives qui existent. Donc, sans grande surprise, pourquoi ce système-là y tient? Tout simplement parce qu'il est extrêmement rentable pour certaines personnes. En fait, il y a des multinationales donc, qui catalysent un peu toutes les mannes d'argent qui sont créées grâce à ce modèle agro-industriel. Et en fait, il y a quelques multinationales donc, qui se présentent comme les solutions pour l'agriculture de demain. Notamment Bayer Monsanto en tête. Ils se disent, en fait, c'est nous qui allons permettre de vous offrir les solutions qui vont faire face aux dérèglements climatiques qui sont à venir. Donc, en fait, l'agriculture de demain, pour les géants de l'agro-industrie, c'est une agriculture qui repose sur des technologies de pointe. Donc, comme disait Tao, par exemple, des tracteurs, des drones aussi pour remplacer les abeilles, pourquoi pas, ce genre de choses. Des intrants chimiques, toujours, mais également sur l'exploitation et l'analyse de données climatiques. Donc, il y a des recherches et des équipes de scientifiques qui travaillent au sein de ces multinationales-là pour produire des éléments d'analyse sur la qualité des sols, la qualité de l'eau. Et ces analyses-là, elles sont ensuite vendues aux exploitants agricoles. Et elles sont proposées, c'est un peu un pack découverte avec des assurances. Il y a aussi tout un marché financier des assurances pour assurer justement les pertes agricoles liées au dérèglement climatique. Et enfin aussi avec les semences brevetées. Donc en fait, ce marché qui est donc formé par la vente de données sur le climat, la vente d'intrants, la vente d'assurance et la vente de semences, ça représenterait 3 000 milliards de dollars pour Bayer Monsanto. Donc c'est un marché qui est énorme. Donc certes, il va y avoir destruction du vivant, précarisation des exploitants agricoles, mais voilà, il faut se dire qu'il y a quelques personnes qui vont en profiter très allègrement de ce modèle-là. Et donc rapidement, je vous parlais des semences brevetées. En fait, les entreprises de l'agro-industrie, elles brevettent le vivant. Donc en fait, le brevetage du vivant, c'est aussi encore une fois la continuité de la marchandisation et de la capitalisation un peu, qui s'immiscent dans toutes les parties de nos vies. Et donc là, il y a des multinationales, donc, en gros, qui vont isoler certains génomes de certaines plantes et les breveter. Donc faire une déclaration, dire ça c'est mon invention. Donc par exemple, une plante qui va être résistante aux inondations, on va isoler le génome qui fait qu'elle est résistante et on va faire une déclaration de brevet. Et ça, c'est vraiment l'appropriation par les entreprises de l'intelligence du vivant, parce qu'en fait, le vivant aussi est intelligent. Il n'y a pas que nous, êtres humains, qui avons des formes d'intelligence. Et là, c'est vraiment juste s'accaparer la résilience et l'adaptation du vivant. Le problème, en fait, c'est que ces semences qui sont brevetées, elles sont ensuite référencées dans les catalogues officiels des semences, c'est-à-dire les catalogues qui remplissent un peu les plantes qui sont autorisées à la vente et à la commercialisation. Et donc, une grande partie des semences qui sont dans ce catalogue officiel, elles sont brevetées par les multinationales de l'agro-industrie. Et donc, ça veut dire que ça augmente encore une fois la dépendance des agriculteurs et agricultrices à ces multinationales, parce qu'en fait, ils doivent payer à chaque fois pour acheter des semences et pour pouvoir faire de la production agricole.
Et ce modèle, en grande partie aussi, il repose sur la croyance selon laquelle il est la seule solution pour l'humanité pour se nourrir. On nous rabâche qu'il n'y a que l'agro-industrie, il n'y a que ce modèle agricole intensif qui est à même de nourrir toute la population mondiale. Or, en termes de capacité biologique, en termes de capacité de la planète et de ce qu'on est capable de faire aussi, on sait très bien que c'est pas la seule solution. Donc on va essayer un peu de vous parler de quelles solutions nous est-ce qu'on préconiserait pour changer de système et sortir de système mortifère. Donc le bio dans la forme qu'il a aujourd'hui, on voit pas ça comme une solution. En effet, il est pensé au niveau des politiques nationales notamment comme un moyen de coexister avec l'agriculture intensive et l'agriculture, l'agro-industrie. Il est pensé pour servir, pour produire une alimentation de qualité à une minorité de la population qui aura les moyens de se l'offrir, tandis que le gros de la population serait contraint de continuer à acheter, à se nourrir avec des produits produits dans des fermes numériques, des fermes sans agriculteurs. En plus de ça, les tentatives sur le bio aujourd'hui, elles sont souvent assez peu ambitieuses. Les labels, il y a Greenpeace qui a fait toute une étude pour montrer que les labels qui se voulaient prouver de la qualité environnementale d'un produit étaient souvent nettement en dessous de leurs promesses. Donc on pense qu'il faut une transformation générale de ce modèle agricole qui reposerait sur l'agriculture paysanne telle qu'elle est proposée par la Confédération paysanne, donc dans le respect des agriculteurs, dans le respect du vivant, avec l'idée de produire pour toutes et tous une alimentation de qualité, dans une idée de répartition juste des terres agricoles, de durabilité et du système, avec une vocation à être locale. Et aussi, il faut à tout prix qu'on renforce la vocation alimentaire de l'agriculture. On voit aujourd'hui le développement des agrocarburants, donc qui sont soi-disant des solutions face au dérèglement climatique. Donc l'idée, c'est on plante des champs énormes de colza et puis on fait de l'huile avec et qu'on brûle dans les avions notamment. C'est le dada de Bruno Le Maire de faire des avions verts avec des agrocarburants. Ça marche pas. Ça repose sur ce système agro-industriel qui est tout sauf vert et qui n'est pas durable, et ça s'accapare les terres agricoles qui seraient beaucoup plus utiles pour nourrir le monde. Le souci de cette agriculture paysanne et des méthodes agricoles plus durable, c'est qu'elle nécessite beaucoup de monde. Or, aujourd'hui, on l'a vu, l'agriculture, c'est pas un métier qui fait rêver, c'est un métier qui est difficile, qui est très précarisé. Donc, il y a un gros besoin de repenser les conditions de travail des agriculteurs et agricultrices. Une grosse partie de la responsabilité de la situation actuelle, elle incombe à la politique agricole commune de l'Union européenne. Donc, c'est le plus gros budget de l'Union européenne. Il revient à 114 € par Européen en moyenne. Et c'est le budget de cette PAC qui constitue 77% du revenu des agriculteurs et agricultrices. Il est basé sur une idée il est basé complètement sur cette agro-industrie, sur ce système agro-industriel. Pour vous donner une idée, les primes, les aides attribuées aux agriculteurs, elles sont données en fonction du nombre d'hectares qu'ils cultivent, donc elle favorise complètement ça. Donc à ce niveau-là, nous, on pense pas qu'on puisse changer les choses. Il y a des verrous gigantesques au niveau européen avec les lobbies qui s'y trouvent. Mais du coup, la solution que nous, on préconise pour l'instant, ce que nous, on peut faire à notre échelle, c'est le militantisme. Et je vais laisser Margot vous en parler. Donc pourquoi on a décidé de faire cette carte blanche sur l'agro-industrie ? Tout simplement parce qu'à Youth for Climate Lyon, on mène une guerre ouverte contre Bayer-Monsanto depuis 2 mois déjà. En fait, on s'inscrit dans la campagne des soulèvements de la terre. Donc rapidement, les soulèvements de la terre, c'est une grosse co-organisation à l'échelle nationale de différentes associations qui lie à la fois les luttes paysannes et les luttes militantes urbaines, etc.
L'idée, c'est de viser tout ce qui détruit le vivant. Donc l'année dernière, c'était contre la bétonisation, avec un acte conclusif à Paris contre Lafarge. Et cette année, c'est en 2 volets. Donc le premier volet, qui s'est fini très récemment, c'était contre les bassines. Les bassines, c'est tout simplement des énormes réserves d'eau qui sont stockées par les exploitants agricoles et qui s'accaparent donc les ressources en eau. Et le deuxième volet, c'est celui que nous, on va attaquer très très prochainement. C'est contre Bayer-Monsanto. Donc vraiment multinationale qui représente très très bien tout ce qu'on vous a dénoncé. Et on fait ça en partenariat, enfin en co-organisation avec Extinction Rébellion, la Confédération Paysanne, donc il y a un syndicat agricole qui est plutôt très cool, et avec les Faucheurs, qui sont une association qui lutte contre les OGM. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, on partage beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Extinction Rébellion et Youth for Climate. Et voilà, il y a beaucoup d'actions qui vont arriver, donc le mieux c'est de nous rejoindre. Voilà. Pour finir, déjà, on voudrait remercier encore une fois l'école de l'Anthropocène pour cette invitation et ces cartes blanches qui ne sont pas finies. Vous pouvez nous retrouver demain et vendredi soir pour une section sur les MAPA, Most Affected People in Area, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dès aujourd'hui affectées beaucoup plus que nous, Européens, par le réchauffement climatique. Et aussi samedi matin de 10h30 à 13h à la Maison du Projet pour un débat ouvert sur la lutte écologique et les moyens de lutte. Et ensuite, nous voulons encore une fois vous remercier vous aussi pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.